né à Montréal. J'ai grandi à Montréal dans un quartier typiquement ouvrier qu'on appelle Ville-Saint-Michel, avec une mère au foyer et un travailleur manuel. Mon père, qui devait s'absenter assez régulièrement pour aller faire des contrats à l'extérieur, c'est devenu une famille, disons, matriarcale, de type matriarcal. Il faut dire aussi que mon père a dû s'absenter à quelques reprises afin d'aller faire des séjours plus ou moins prolongés à l'hôpital, afin d'y recevoir des soins. Pas de problème de comportement dans ma jeunesse. Pas de drogue, pas d'alcool. Le gars, il fume pas. Il court pas les filles. Un gars tranquille, là. Dans ma jeunesse et dans mon adolescence. Faut dire aussi que j'étais très timide, réservé, introverti, qu'on en rajoute avec une faible estime de soi-même. À la maison, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu mes parents, mettons, se bécoter, ou se dire des mots d'amour, ou de verbaliser, tiens, qu'ils s'aimaient. Je n'ai aucun souvenir d'avoir vu mes parents me dire qu'ils m'aimaient ou de le manifester. Je sais qu'ils nous aimaient, mais ça se manifestait pas. Ça ne manifestait pas de façon physique, là, de façon tangible. Il faut dire que ça cadrait assez bien avec ma personnalité réservée et timide. J'ai fréquenté l'école primaire de mon quartier et ça a bien été jusqu'à la troisième année. En fait, mes notes, c'est à peu près dans le premier tiers supérieur. Mais j'étais souvent dans la lune et la maîtresse de quatrième année a décidé qu'il fallait changer ce comportement-là. Alors, elle a essayé avec des réprimandes, des retenues, des visites chez le principal avec en bonus des coups de strap, là. Mais ça n'a pas marché. Après ça, j'ai toujours détesté l'école. Mes notes étaient en chute libre, puis avec quelques séances de cours d'été a fait de reprendre l'année précédente pour ne pas la redoubler. Les moments d'un temps seul avec mon père que je me souviens, ça tient à peu près sur les doigts d'une main. Je parle de moments seuls, seuls. Puis ça, c'est des moments qui tiennent que quelques secondes. J'en ai vraiment pas beaucoup. Étant d'un tempérament très solitaire, je me retrouvais souvent très seul à pédaler sur mon vélo, à sillonner les rues de mon quartier sans but précis. Puis ça a duré quand même jusqu'à 17 ans, là. Je ne cherchais absolument pas à fréquenter les filles, bien trop timide et réservé pour ça. En fait, l'événement marquant de notre vie familiale, c'était le décès de mon père à l'âge de 36 ans. Ma mère s'est alors retrouvée seule avec quatre jeunes garçons, dont l'aîné, c'est-à-dire moi, venait tout juste d'avoir 13 ans. J'ai appris plus tard, beaucoup plus tard. Mes parents avaient appris avant même ma naissance que mon père était atteint d'un cancer, mais ça ne s'était jamais parlé en famille. Même si j'avais pas eu vraiment de contact avec mon père, très, très limité, n'empêche qu'à 13 ans, mon père, c'était quand même mon modèle, c'était quand même mon héros. Puis suite à son décès, j'étais vraiment, mais vraiment fâché contre Dieu de l'avoir fait mourir aussi jeune. C'était pas un homme colérique, c'était pas un homme violent. Puis dès ce moment-là, dans ma perception des choses, je voyais pas comment moi, avec l'opinion que j'avais de moi-même, que je pouvais espérer vivre ou mériter de vivre plus que 36 ans. Puis ça m'a obsédé pendant au moins une vingtaine d'années. Ma mère s'est alors retrouvée seule et sans revenu. Elle tenait cependant à nous priver d'un déménagement qui aurait été juste un traumatisme supplémentaire. Puis elle tenait absolument à garder le triplex familial, puis d'être à la maison afin de nous préparer le dîner lorsque les trois plus vieux arrivaient de l'école. Le plus jeune avait 3 ans à ce moment-là. C'est donc trouver un travail qu'elle pouvait faire à la maison. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce que je pense que ça me mérite. Le voisin, c'était cordonnier. Et il avait commencé à fabriquer à la chaîne des souliers. Et le travail de ma mère, c'est de coudre ensemble les trois faces d'un cuir très épais, le tour du soulier et le dessus, à la main avec une aiguille puis un fil qu'elle avait pré-ciré avant dans un bloc de tir. Puis c'était assez difficile comme travail. Au début, pour passer, vous comprenez qu'elle cousait la partie supérieure avec les côtés. Puis au début, afin de passer à travers les trois couches de cuir, elle devait prendre des pinces plates pour faire passer le cuir, l'aiguille à travers les trois couches de cuir. Mais comme elle était payée à la pièce, il fallait qu'elle trouve un moyen que ça aille un peu plus vite. Alors, elle a trouvé le moyen de faire ça à la main, sans outils, avec le résultat qu'elle s'est ramassée après un temps avec des mains semblables à celles de mon père, Ferlantier.
Ça a été le début d'une période monétaire assez difficile. Ce qui fait qu'on a connu notre part de jus en cristaux, puis de pommes de terre en flocons, puis de lait en poudre. Faut préciser que mes parents venaient de deux milieux totalement différents l'un de l'autre. Ma mère, fils de professionnel, et dont tous ses frères et sœurs étaient soit professionnels ou mariés avec des professionnels, hauts fonctionnaires, optométristes. Du côté de mon père, fils de travailleurs manuels, ce n'était que des travailleurs manuels ou mariés avec des travailleurs manuels. Ça fait qu'entre les deux familles, il y avait comme un clash. On n'était pas. Ça s'était jamais manifesté quand on avait des réunions de famille, mais ce clash-là, en tout cas, ma mère le ressentait fort bien. Puis ce qui fait qu'à la suite du décès de mon père, ce qu'on entendait très, 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 très souvent chez nous, et je comprends pourquoi, c'est que nous, là, les Martels, on était nés pour un petit pain. Puis ça a conditionné encore plus mon statut de bon à rien. À l'âge de 16 ans, avant même d'avoir fini mon secondaire 5, comme je foutais rien de bon à l'école, ma mère m'a trouvé un travail manuel. L'année suivante, un collègue de travail me fait essayer sa moto. Puis là, ça a été comme un coup de foudre, là. J'ai réussi, après de longues négociations, à ce que ma mère signe pour l'obtention de mon permis de conduire, juste avant l'âge de 18 ans. Puis je suis allé chercher la machine, puis là, c'était le début d'une belle aventure qui dure encore aujourd'hui. J'ai appris dans les jours précédents à la prise de possession que je perdais mon emploi. J'ai appris aussi que j'avais droit au chômage. Ah, tiens donc, c'était une belle été qui se profilait. 2 semaines après, j'ai rencontré une jeune fille qui cherchait à me parler. Peu de temps après, j'ai amené la jeune fille à la moto, en moto à la maison afin de la présenter à ma mère. Aussitôt, ma mère s'est imaginée que cette fille-là sortait avec moi à cause de la moto. Ça a été le début de relations de plus ou moins froides qui ont pris un certain temps plutôt avant de se corriger. On a continué à se fréquenter, on s'est mariés 2 ans plus tard, à l'âge de 19 ans tous les deux. Je vais se préciser, là, deux jeunes immatures qui se font vie commune avant même de se marier, ça s'annonçait assez mal. Après 2 ans de mariage, en 76, je suis allé consulter un avocat parce que là, ça n'allait plus du tout, afin d'entreprendre des procédures de divorce. L'avocate m'a plutôt suggéré d'attendre un peu, de se donner du temps. Elle avait raison. J'ai occupé plusieurs emplois, comme M. spécifiait plus tôt. Pour ceux qui ont connu ou qui se souviennent d'Yvon Deschamps, j'avais vraiment le portrait type du travailleur décrit dans son monologue Les Unions Cossadone, pour ceux qui l'ont connu. Céline et moi, on a continué ensemble. Premier bébé en 78, première maison en 79, puis la cadette qui a suivi à l'automne suivant. J'avais maintenant un emploi stable, puis il avait continué. Je dirais que ce qui m'a amené à la conversion s'est déroulé en deux périodes bien définies. Je m'explique. Première période, au printemps 84, Céline s'est mise à fréquenter une église à Ville d'Anjou, sur l'invitation de membres de sa famille. Sa cousine, ses parents à elle, en venaient de chez nous, en visite chez nous, affirmaient maintenant qu'ils étaient sauvés, et qu'ils étaient certains d'aller au ciel à leur mort. Je trouvais ça tellement prétentieux. Je les connaissais depuis une douzaine d'années, puis je me disais, non, 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 ça va pas, là. Puis Céline s'est quand même mise à fréquenter cette église qui est à peu près 40 minutes de route. On demeurait à Sainte-Dorothée. L'église est à Ville d'Anjou, pour ceux qui connaissent. C'est quand même un bon parcours. Céline déteste conduire, en passant. En juin 84, là, ça a basculé, là. Céline s'est mise à l'église, était allée à l'église un dimanche matin, comme depuis quelques semaines avant. À son retour, Céline, en mettant les pieds dans la maison, avant même qu'elle dise un seul mot, juste à son regard, je savais que c'était passé quelque chose. La réflexion, ce que je lui ai dit, ça y est, ils t'ont vu. Ils t'ont vu. Tout de suite, elle s'est mise à tenir le même langage que sa cousine. Elle a maintenant qu'elle était sauvée. Elle était tellement fatiguée, tellement fatigante, là. Elle était tellement excitée, pardon, que ça en était fatiguée. Ce qui a complètement changé ses gels, c'est son comportement. L'enveloppe extérieure n'avait pas changé, mais son comportement.
Je vais m'adresser aux gars, là. Pour beaucoup d'entre nous, à l'école, si on faisait des conneries, on était un peu trop. En tout cas, on a déjà eu peut-être des rendez-vous avec le costaud de l'école à 4 heures moins quart, je t'attends, puis on passe ailleurs, hein. Céline, elle, à l'école, quand ses amis de filles se faisaient achaler, harceler par des garçons, c'est elle qui attendait les gars à 4 heures moins quart pour les taper, là. En tout cas, c'est le tempérament de Céline que j'ai connu. Les années de mariage, les 10 premières années de mariage, ça n'a pas été facile parce que c'était souvent, je vais exprimer ça comme ça, là. Il y a Céline, il y a Richard, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pendant 10 ans. À partir de ce moment-là, si je la contrariais, avant ça, si je la contrariais, c'était, tu avais les conséquences tout de suite en temps réel, là, c'était bien senti. À partir du moment-là, de juin 84, quand elle s'est convertie, il faut dire que j'avais une bonne moyenne au bâton au niveau des blasphèmes, là. À partir de ce moment-là, si je blasphémais en arrivant parce que j'ai eu une mauvaise journée ou peu importe, là, au lieu de m'envoyer promener ou de, en tout cas, ben là, elle me disait avec grand respect, Richard, Richard, fais attention à ce que tu dis. Fais attention, Richard. Tu sais pas de qui tu parles. Excusez. Et si je continuais, ben, au lieu de m'envoyer valser, ben, c'est arrivé assez souvent que personne l'âme. Au début, Céline allait à l'église le dimanche. Puis, elle allait aux réunions de prière. Puis, aux réunions des dames, elle était tout le temps à l'église. Moi, j'étais. En tout cas, à un moment donné, j'ai dit à Céline, non, c'est fini, là, tu ne prends plus la voiture, là. Je ne veux plus que tu ailles à l'église. Ben, prenez l'autobus pour y aller à l'église. Dans notre quartier, c'était très, très, très. Il y avait beaucoup de jeunes familles, là. Il y avait une voisine, entre autres, la voisine d'à côté, qui arrivait le matin à 7h moins quart en jaquette, prendre son café, sans même s'annoncer, c'était comme ça. Ben, la même voisine, elle se promenait dans la rue, puis elle criait à tue-tête, Céline est folle, Céline est folle. Puis moi, je continuais à me moquer d'elle, là, évidemment, là. Céline, la fille unique, unique. Sa mère l'a déshéritée complètement parce qu'elle avait changé de religion. Quand il arrivait un événement heureux dans la famille, imprévu, Céline a dit, ah, c'est le fun, hein, tu vois, j'ai prié pour ça. Puis moi, de répondre, ben ouais, c'est facile à dire ça après l'événement. Il me dira avant que tu pries pour un événement. Puis je disais toujours, je parlais toujours de Céline, puis de sa gang, on sait bien vous autres, là. Vous êtes plus fins que les autres. Vous allez au ciel, vous autres. On sait bien vous autres, puis vous autres. Puis ça, c'était le langage que j'ai utilisé. Céline, elle n'a pas eu facile sa conversion, hein. Faut pas oublier que je ne manquais jamais l'occasion de me moquer d'elle, puis ses nouveaux amis, puis ça a duré 6 ans et demi, ça. Céline, entre-temps, avait trouvé le moyen de se faire inviter à souper chez ses nouveaux amis. Évidemment, invariablement, ça finissait toujours avec des évangiles ouvertes, parler de la parole de Dieu. Après quelques temps, parce que je connaissais pas mal, je commençais à connaître le pattern, ben, je te dis, plutôt, tes amis vont venir chez nous. Fait que quand j'en ai assez, je vais dire, ben là, c'est time out, c'est fini. Puis s'il y en a qui insistent trop, ben, je vais aller me réfugier dans le sous-sol chez nous. Dans cette période-là, en 86, j'ai décidé de partir à mon compte. Céline elle s'est dit, il va faire faillite, le gars-là. Parce que le gars, il est réservé, il est timide. Ça fait longtemps que je suis à mon compte, là. J'ai jamais été capable d'aller porter ma carte d'affaires chez quelqu'un pour solliciter un nouveau client. Je suis pas capable de faire ça. Incapable. Trop timide. Je sais pas comment ça se fait, mais le banquier a accepté mon pro forma. C'est-à-dire de financer absolument tout. L'incorporation, les cartes d'affaires, les factures, le véhicule, l'inventaire, l'outillage spécialisé, tout était financé parce que j'avais pas de cash du tout. Avec la condition que si je faisais faillite, bien, je prenais la maison. Céline était bien au courant de ça. Mais elle était néanmoins d'accord. Elle dit, il va faire faillite, puis après ça, il va se convertir. Elle, elle faisait la comptabilité. C'est un commerce saisonnier que j'avais, la réfrigération, surtout dans le domaine spécialisé où j'étais, ce qui fait qu'à l'automne, ben, on s'est ramassé plus de revenus. Ce que j'ai fait, c'est que pour combler le manque à gagner, ben, l'hiver, me suis trouvé un emploi comme pour livrer de la chauffage. Puis l'hiver, je travaillais dans une autre compagnie dans le bout de Saint-Hyacinthe, ce qui fait que je travaillais 7 jours par semaine. Ça a duré 3 ans. Après 2 ans, ma petite compagnie allait plutôt bien. On n'avait même pas besoin du fonds de roulement pour que ça fonctionne. On fonctionnait avec les acquis. Là, Céline ne comprenait plus rien, là.
J'ai appris plus tard que dans les moments de découragement, parce qu'elle ne comprenait pas, elle disait, Seigneur, Richard te maudit en face, puis tu le bénis. Elle me partageait plus tard que c'est comme si elle pognait des poignées du ciel, comme ça. Seigneur, fais quelque chose, là. Je suis plus capable. Moi, je continue à me moquer d'elle, là. Puis là, je vais juste parler vous connaissez le tempérament de la vieille Céline. Je vais vous parler, partager quelque chose si j'étais. En 88, j'ai décidé de suivre des cours de voile puis d'acheter un petit quillard. Un quillard, c'est un voilier avec une quille qui ne peut pas chavirer parce qu'il y a un poids, un lest en dessous. On part au journée avec les enfants. On est quatre dans ce tout petit bateau. Il n'y a pas de place pour rien, ce qui fait qu'il faut t'amener ta glacière, il faut t'amener ta toilette portative, là, comme on a dans les tentes roulantes ou dans les tentes, là, puis qu'on vide après usage. Puis on part à voile. Moi, évidemment, parce que j'ai suivi un cours de voile, je connais les manœuvres. Céline, pas du tout. Alors, si vous êtes, vous me soufflez dans le visage, puis moi, j'ai un voilier, je vais aller vers vous, je ne peux pas aller comme ça. C'est à peu près 45 degrés, mettons, bâbord, 45 degrés tribord, puis c'est comme ça, finalement, je peux avancer vers vous. Alors, comme on s'en allait, puis on était pour taper le fond, parce qu'on montait contre le vent, je disais à Céline, prends l'écoute, puis choque le foc, on fait un virement de bord, puis moi, je fais ma manœuvre. C'est-à-dire que le voilier est tourné de 90 degrés. Céline n'a rien compris, la manœuvre, évidemment. Là. Puis ceux qui n'ont pas fait de voile ne peuvent pas comprendre. Prends l'écoute, puis choque le foc. L'écoute, c'est le cordage qui tient le point flottant de la voile en avant bordé en fonction de l'angle du vent. Choquer, c'est donner du mot. Le foc, FOC, c'est la voile triangulaire à l'avant du bateau. Alors, moi, je dis à Céline, fais la manœuvre, elle n'a rien compris. Moi, je fais la manœuvre 90 degrés. La voile d'avant s'est retrouvée perpendiculaire au vent, ce qui fait que le voilier s'est couché. Paf! On ne s'est pas versé, mais tout a reviré à l'envers. La glacière, la toilette portable. On est avec les enfants, je te l'ai engueulé, là. Ouf. L'ancienne Céline m'aurait dit, d'abord, elle aurait probablement essayé de me frapper avec la poignée de winch, là. Mais elle m'aurait dit, à coup sûr, plus jamais tu vas me voir sur ton espèce de boat à guenilles, plus jamais. Vous ne pourrez pas deviner comment est-ce qu'elle réagissait après la Nouvelle-Zélande. Ben, elle est allée suivre des cours de voile à la même place où j'avais appris sur catamaran sportif, afin d'apprendre les manœuvres pour être capable de comprendre. C'est comme ça qu'elle répondait. Ça, c'est juste un exemple, mais c'était comme ça dans toutes les sphères de notre vie maintenant. À un moment donné, tu te sens, je vais vous amener dans ma pierre 3 si vous voulez. C'est vrai qu'on le remet ma pierre 3. J'ai réalisé après ça, ce que ça faisait dans mon cœur, puis à quel point ça travaillait. Dans pierre 3, on lit Femme, je vais lire un bout. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, excusez, par la conduite de leur femme, en voyant votre manière chaste et respectueuse. N'ayez pas cette parure extérieure, mais plutôt la parure intérieure est cachée dans le cœur. Excusez. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, ça c'est important, qui est d'un grand prix devant Dieu. Elle ne savait pas, la Céline, mais événement après événement, elle faisait des fissures dans le salage de mon indifférence, une après l'autre. Évidemment, je me suis bien gardé d'en parler parce que là, elle aurait été encore plus aidée. Ça aurait été encore plus insupportable. À l'automne 88, on apprend que ma mère a le cancer. Et avec un conseil de famille très court, ma mère vient vivre chez nous. Peut-être qu'il n'y avait plus de salon chez nous, ce n'était que des chambres à coucher. À l'automne 89, j'ai une offre d'emploi pour venir travailler à Québec, pour en fait démarrer un département de service qui était alors à faire en sous-traitance. Là, j'accepte l'offre. Nous, on déménage à Québec, on ne connaît pas personne, mais personne. Céline elle abandonne sa première église, qui est tellement importante, puis elle ne comprend pas trop. Là. Je ferme la petite compagnie, puis on déménage à Québec. Le terme, c'était qu'à partir de 89 jusqu'à l'été 90, je suis à Québec quand il y a des appels de service, rencontrer la nouvelle clientèle, puis on déménage l'été suivant, parce que les maisons n'ont pas vendu encore.
Ce qui fait que moi, quand j'étais à Québec, dans les soirs de disponibilité, j'allais visiter des maisons parce qu'il fallait trouver autre chose. Puis après quelques visites, bon, je pouvais peut-être présélectionner les maisons à devenir. Puis je revenais une fin de semaine visiter une deuxième visite avec Céline, les maisons. Mais là, il n'y a rien il y a rien qui fonctionnait, là. Ce que j'ai pas dit à Céline dans ce temps-là, c'est que j'avais suivi des cours d'investissement par la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, dans le but d'investir dans l'immobilier comme un maison, puis du côté de ma mère, elle avait très bien réussi. Elle a fait de prendre une retraite à 50 ans. C'était faisable. Comme on n'avait pas trouvé de maison à Québec, ben là, on était à loyer pour un temps. Ça faisait mon affaire. Je me dis que c'était mon temps-là, je peux investir. Puis commencer à passer une retraite à 50 ans. On a changé de voilier. J'ai vu sur les cours de navigation. On était prêt en étant prudent, on pouvait faire le tour de la boule, là. Je me suis dit, à 50 ans, je pars. Puis si Céline ne vient pas, ben tant pis, je pars pareil. On est à Québec, Céline commence à fréquenter une église. Pour devenir membre de l'église, il fallait qu'elle donne son témoignage. C'était pas unanime au sein du conseil. Les gens n'ont pas tous cru son témoignage, c'était pas unanime. Alors, ils ont proposé quelque chose à Céline. Ils ont dit, Céline, si tu veux, on va aller chez vous dans le cadre des visites du mardi soir, puis on va t'évangéliser. Céline, qui était quand même insultée un peu, mais elle a décidé de marcher dans le projet parce qu'elle a dit, bon, il y a mon mari, il y a mon père qui demeure avec nous, mes enfants ne sont pas convertis. Elle a décidé, OK, un mardi soir, il y a M. Gabriel Grenier qui arrive avec Guy Lavoie, pour ceux qui le connaissent. Puis eux, ils venaient à la maison pour évangéliser Céline. Mais évidemment, vous comprenez bien que ça n'a pas été long que la discussion tourne de bord parce qu'on a bien vu que le perdu, c'était moi, là. Fait que là, Céline, elle se retirait dans l'escalier qui descend au sous-sol, la porte entrouverte, elle priait. Parce que ces gens-là, elle ne les connaît pas. 2 semaines plus tard, deux autres visites. Pour ceux qui le connaissent, Serge Lagacé et son épouse. Puis là, Serge Lagacé, il savait où on était rendu dans les semaines précédentes, dans la visite précédente. Puis ce que Serge a fait, il m'a emmené dans l'Exode. Là où on trouve l'histoire de Moïse avec Pharaon. Où, bien sûr, Pharaon était visé par Moïse, qui doit laisser libérer son peuple. Sinon, il va y avoir des tribulations. Puis ce qu'on lit, par exemple, quand Moïse est avec Pharaon, bon, exemple, Exode 8, verset 10. On y a tassel par monceau et le pays fait infecter. De quoi? De différentes bestioles. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Un peu plus loin, le verset 15. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse. Le même chapitre, verset 28. Mais Pharaon, encore cette fois, endurcit son cœur et laissa point aller le peuple. Chapitre 9, on est rendu au verset 12. Et là, c'est Serge Lagacé qui me partage ça. On voit que Pharaon avait endurci son cœur à plusieurs reprises afin de ne pas laisser libérer les Israéliens. Mais là, quand on va au verset 17, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écouta point Moïse. Quand il a lu ça, là, je me suis vu, là. C'est moi qui ai endurci mon cœur depuis 6 ans et demi auprès d'une épouse qui est absolument irréprochable. Puis là, la conviction de péché, là, on peut être convaincu que quelque chose, on peut être sincèrement convaincu que quelque chose peut être dans l'erreur. Mais c'est pas que j'étais convaincu d'être pécheur. Je savais que j'étais. Je sais que je m'en vais en enfer. Je sais autant que je sais que je suis un homme. Je me voyais comme ça, là. Là, tu descends comme ça. Puis tu descends longtemps dans le trou. Je savais que j'y allais. Il n'y avait plus aucun doute. La conviction de péché, à ce moment-là, évidemment, j'ai pas rien laissé savoir, surtout pas à Céline, parce qu'elle aurait été encore plus zélée. Ça durait à peu près 2 semaines. 2 semaines. Oh, une chose que Céline faisait que je trouvais absolument insupportable, elle écoutait la musique chrétienne, évidemment, en français. Puis très souvent, le trio Toupin, pour ceux qui se souviennent. J'étais incapable d'entendre ça. Les paroles, ça m'agressait, là. J'étais incapable. 2 semaines après la visite de Serge Lagacé, oh, je suis frigoriste, hein? Moi, je travaille sur la route.
Mon territoire, c'est la moitié de la province. Alors, tu arrives sur une intersection de complément de service, là. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu avances des pieds, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Parce que je sais que si je meurs dans un accident, il n'y a pas de doute, je m'en vais directement en enfer, puis loin pas de ça. Céline elle me dit, Richard, à peu près 2 semaines plus tard, elle me dit, Richard, il y a une conférence à Charny. S'attends-tu de venir? Parce que Céline n'aime pas conduire. C'était le 10 novembre 90, ça. La Charny est née. Puis, il y a de la musique en passant, c'est les Toupins qui sont là. Ouais. Je suis même pas capable de les entendre en cassette. Je suis quand même pas pour aller les voir en vrai. Il y a une conférence. Ah ouais, donc, viens donc me conduire. Je suis pas sécure. Puis il faisait pas beau. Le 10 novembre 90, c'était une tempête. Alors, je dis, bon, OK, on embarque, on va aller voir. Puis les enfants sont restés à la maison. Puis on traverse le pont. Puis sur le pont, c'était glissant, là. Nous, on arrive de Montréal, les tempêtes de neige au mois de novembre, il y en a pas souvent, là, à Québec. Alors, je me suis dit, je vais aller le reconduire. Puis je reviens, puis tu me disais, dis-moi à peu près, je vais revenir à peu près l'heure où ça se termine, puis je te ramène. Mais là, ça ne me tentait plus de traverser 4 fois le pont qui est glissant. Alors, je dis, je vais attendre là, puis on verra bien. Dans les salles, à ce moment-là, il y avait un globe rouge là, au-dessus de notre tête où c'était écrit Exit. Il est juste là, là. La porte est là. Je me suis dit, c'est pas soir qu'ils vont avoir. Là. J'avais été évangélisé souvent. Richard, le trio Toupin commence à faire des chants, puis tout de suite, là, des paroles, là, ça fait appel ici. Là. Euh, là. Puis j'ai trouvé Richard extrêmement correct, en ce sens qu'il nous a prévenus d'avance. À savoir, à la fin de la réunion, il y a des gens qui devront prendre des décisions. Je savais où ils voulaient en venir. De ma place, je me suis calé dans mon siège, j'ai croisé mes bras, puis j'ai dit à peu près, si ça fait de cette force-là, ah ouais, shoot. C'est ça que j'ai dit. En me disant, tu ne m'auras pas à soir, c'est pas la première fois. Il introduit le conférencier qui est Jacques Marcoux. Puis le message de Jacques Marcoux, c'est qui est Jésus-Christ? Il introduit comme ça son message. À savoir, là, il pose des questions. Est-ce que c'était un charlatan? Est-ce que c'était un beau parleur? Est-ce que c'était un gourou? Un manipulateur? Il y en a un catalogue. Puis ensuite, il dit où est-ce qu'il est vraiment ce qu'il prétendait être, à savoir le Fils de Dieu? Pour moi, c'est pas un message, c'est pas un verset particulier qui m'a touché, c'est l'ensemble du message. Il a complètement démoli mes arguments. Puis, Richard, Toupin nous avait avisé, quand les gens ont des décisions à prendre, c'est pas juste à ta place de lever ta main. Tu te lèves et tu vas en avant. Le timide que je suis, là, quand est arrivé le moment de l'appel, libre à croire ou pas, moi, ce que j'ai vu du côté jardin de la scène, là, du côté gauche, là, j'ai vu une croix avec quelqu'un pendu dessus qui me dit, regarde ce que j'ai fait pour toi. Je me suis levé, j'ai couru jusqu'en avant. Guy Lavoie qui était là, il m'avait arrivé évidemment, puis moi, j'arrêtais pas de dessouffler, puis je pleurais comme un bébé, puis j'ai dessoufflé, mais dessoufflé, puis dessoufflé longtemps, là, ça a duré des jours, là. Puis il comprenait pas, en tout cas. Bref, on retourne puis évidemment, la soirée est finie. Moi, je commence tout de suite à aider les gars à débarquer les instruments de musique. On cherche ça dans la vanne, puis demain, ils sont à telle place, puis je vais être là demain. Ça, c'est samedi soir. Le dimanche matin, j'étais à l'église, évidemment, pète le feu. Dans la nuit du samedi à dimanche, moi, je suis pas capable de dormir. Parce que là, Guy Lavoie, dans le mois précédent, m'avait dit, Richard, tu es un gars qui est technique, tu aimes bien la précision, les choses précises. Lis l'Évangile de Luc. C'est écrit par un médecin, ça, c'est un détail. C'est un langage élaboré, détaillé, c'est précis. Parfait. Je lis Luc, ou une bonne partie, je ne comprends pas grand-chose. Je retourne à la maison, je recommence à lire Luc, mais là, ça te parle. Ça te parle comme, des fois, on entend parler des gens qui vont à des séances de dédicace. Tu vas rencontrer un écrivain. Tu voilà ton bouquin que tu as acheté il y a un temps, puis là, si tu as une chance, tu es avec l'écrivain, tu poses des questions. Tu sais, ça, là, qu'est-ce que ça veut dire ici? Je comprends pas. Tu t'es déplacé pour aller voir l'écrivain. À Charny, c'est l'écrivain qui est venu vers moi. C'est l'écrivain qui est venu dans mon cœur. Céline a communiqué avec le ministère Québec pour Jésus à l'époque, avec le trio Toupin puis Jacques Marcoux qui signalait la province afin de partager l'Évangile. Puis elle recevait mensuellement le compte-rendu du mois précédent.
Moi, la nuit, je ne dors pas. Ça fait 4 fois que je réveille Céline parce que regarde, Luc, ce que ça veut dire, regarde, Luc. Céline a dit, oui, Justine, laisse-moi dormir. J'ai écrit une lettre, comme ça à main levée, à Québec pour Jésus. Je dis, Céline, peux-tu l'envoyer? Quand on a déménagé à Québec, Céline, elle se demandait, mais si jamais un jour Richard se convertit, comment est-ce que les gens d'Anjou vont pouvoir glorifier Dieu? Et on n'est plus là. Alors, moi, j'envoie la lettre à Québec pour Jésus. Le mois d'après, la correspondance qui nous est parvenue, c'était ma lettre intégrale. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvée. Après ça, bien évidemment, là, tout change, il n'y a plus rien de pareil. Là. Dans les semaines qu'on suivait, je voulais faire partie de la chorale. Là, je me souviens, tiens, le lundi suivant, j'allais travailler, faire du service, c'était à Pièce Civile, je pense, ou Victo, dans ce coin-là, dans les Bois-Francs. J'allais travailler dans un McDonald's, réparer des équipements. Puis j'étais arrivé dans le stationnement du McDonald's, j'ai dit, je ne peux pas me présenter là, j'ai les yeux rouges, mais j'ai pleuré tout le long de délivrance, puis c'est fait. Tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Je voulais être membre de la chorale après ça, je voulais participer aux réunions de prière, je me suis impliqué dans la sonorisation, je me suis fait baptiser le plus rapidement possible. Un peu plus tard, j'ai eu le privilège de suivre les camps d'évangélisation avec M. Marquis, avec M. Marquis et avec M. Camp d'Espoir pendant des années et des années. On lit dans 2 Corinthiens 7:10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais.